Émile Durkheim fut le premier sociologue à souligner la force du social sur l'individu. Cette influence entraîne les modifications de comportements, opinions, croyances ou sentiments d'un individu ou d'un groupe. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait une relation entre ces deux entités. Bienvenue à vous qui nous suivez. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'influence du milieu social dans le comportement de jeunes, filles comme garçons. Et sur ce plateau, nous recevons pour vous Ange Kassongo, qui est journaliste et écrivain. Elle est auteure de plusieurs ouvrages, entre autres Les femmes des Pakadjouma. Bienvenue Angèle. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Et de l'autre côté, nous avons les jeunes. Bonjour les jeunes. Et dans l'entrée du jeu, déjà, madame, vous pouvez en quelques mots nous expliquer quels sont les facteurs qui influencent le comportement des jeunes, selon vous? Je pense que, à mon humble avis, les facteurs qui peuvent influencer le comportement des jeunes, c'est l'environnement. L'environnement où ils évoluent, l'entourage, les amis, les fréquentations donc, mais aussi... Ouais, je pense que ces deux facteurs sont des facteurs des bases pour influencer le... Et quel est le rôle que joue l'environnement social dans le développement d'un individu? L'environnement social est très important dans la vie d'un jeune, surtout dans le système de famille d'abord. Le système de famille, je pense que c'est le premier moteur qui peut propulser ou influencer un jeune dans ses choix pour l'avenir. Par exemple, on entend parler par exemple des jeunes qui ont été influencés par un modèle dans la famille. Par exemple, ils ont un oncle qui est médecin et au fur et à mesure, en grandissant, ils s'intéressent de plus en plus au métier qu'exercent les membres de la famille. Donc, la famille reste vraiment le premier environnement immédiat qui impacte le comportement, mais aussi les ambitions des jeunes dans la société. On peut avoir des jeunes qui grandissent dans des environnements moins défavorisés, en fait moins favorisés, et qui autour d'eux n'ont pas forcément des modèles où les gens qui les entourent n'ont pas forcément plus d'informations sur les différents métiers qui peuvent être importants et qui peuvent impacter la vie de jeunes. Et ce qui fait que de fois un jeune a des ambitions, des grandes ambitions, mais il n'arrive pas à le réaliser parce que dans son entourage, il n'y a personne pour lui dire que c'est faisable ce que tu as ambition de faire ou que c'est possible, le rêve, qu'il soit grand ou peut-être petit, j'ai envie de dire. Mais si dans ton entourage immédiat, qui est d'abord la famille, il n'y a personne qui peut te motiver ou une personne qui n'est pas assez informée sur ces métiers-là, ça peut être désavantageux pour les jeunes. Et selon vous, qui influence qui? C'est l'environnement ou c'est l'individu qui influence l'environnement? Alors, il y a d'abord l'environnement. Et je pense les individus qu'on fréquente dans ces environnements-là. Donc, j'ai mis d'abord la famille en premier. Ensuite, après la famille, on va à l'extérieur, on rencontre des amis, on rencontre des professeurs à l'école. Il peut y avoir aussi un professeur qui enseigne tellement bien et qui devient un modèle pour un jeune. À part l'école, il y a aussi les églises, les communautés religieuses qui sont aussi des endroits assez, j'ai envie de dire, des endroits assez prestigieux où fréquentent les jeunes aujourd'hui. Il y a aussi des associations où les jeunes s'intéressent sur certaines questions, des associations citoyennes qui peut aussi servir d'environnement qui influence les jeunes, qui permettent aux jeunes d'en savoir plus sur la société. Mais je vais aller plus loin. Partant du modèle de la famille, partant de ce que les jeunes voient d'abord dans leur environnement immédiat dans la famille, moi je vous dirais, vous me poserez la question pourquoi j'ai fait journalisme, je vous dirais, bon c'est vrai, j'ai pas eu, avant moi il n'y a eu personne dans ma famille qui a fait journalisme, mais j'ai grandi quand même dans une famille d'un père qui est philosophe, qui a fait des études de philosophie et lettres, mais qui a fait un parcours atypique parce qu'il est directeur d'entreprise. Mais à force de voir mon père lire, écrire assez souvent et écouter la radio, j'ai grandi avec cette image-là. Donc, je peux me permettre de dire que ce que j'ai vu en grandissant a influencé mon intérêt pour les livres, a influencé mon choix peut-être, s'intéresser aux livres, à parler aux gens, aller vers les gens. Donc, si un jeune ne grandit pas dans un environnement
qui lui est favorable, cela le pousse plus vers le bas que vers le haut. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que dans un même environnement, qu'il y ait des jeunes qui ont différents comportements, différentes attitudes? Parce que vous venez de dire que c'est la famille ou soit c'est l'environnement qui modèle au fait l'homme. Mais dans certaines communautés, nous voyons, comme je prends l'exemple de Koulouna, il y a dans un camp où il y a beaucoup de Koulouna, mais il y a dans ce lot-là, dans ce lot des jeunes, on voit qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas Koulouna. Après, chaque individu a une personnalité qui lui est propre. Donc, on peut grandir dans un environnement qui n'est pas favorable par rapport à nos ambitions, qui n'est pas favorable par rapport à ce que l'on pense de notre vie, on pense faire de notre vie. Mais le fait que ma personnalité, par exemple, fait en sorte que j'interroge les choses, je questionne les choses avant de m'y intéresser, je n'en prêterai pas peut-être de me lancer dans la prostitution tant que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, au-delà de l'influence de l'environnement, il y a aussi le caractère. Le caractère, je pense que dès le bas âge, on peut remarquer que chaque enfant a son caractère propre à lui, quoi. Il y aura un enfant qui voudra, avant de dormir, qu'on lui chante une berceuse, mais il y aura un enfant qui dormira sans problème. Donc, c'est déjà un caractère qu'on se forge dès le bas âge. Pour revenir un peu à l'expérience que moi j'ai faite, quand je suis allée à Pacadjouma pour écrire mon livre, j'ai parti à l'idée qu'effectivement, dans la capitale, on parle plus de Pacadjouma comme étant le fief de la prostitution, les fiefs du banditisme et tout ce que vous voulez comme antivaleur. Mais en y allant, j'allais avec l'ambition de trouver des femmes qui exerçaient d'autres métiers, de trouver d'autres profils des femmes. Et j'ai été ravie de rencontrer une étudiante. Tu vois, elle sort du lot. Elle sort du lot dans un quartier qui est mal réputé. Et ça, on peut dire, oui, c'est un quartier qui influence négativement les jeunes, mais comment elle a pu vivre dans ces quartiers? Elle est née à Pacadjouma, elle vit à Pacadjouma, elle est en G2, elle fait le droit. Donc, par exemple, par rapport à ce cas précis, on peut affirmer que l'environnement peut être négatif, l'environnement peut être défavorisable pour un jeune, mais à partir du moment où son caractère, où ses ambitions sont très bien caressées, sont très bien accompagnées, le jeune peut sortir du lot et faire la différence en fait de la société d'où elle sort. Linda? Bon, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'était déjà clair. Mais je voulais un peu... Donc, vous avez parlé de l'influence. Donc, souvent, c'est la famille, l'environnement. Nous savons qu'il y a plusieurs sources de l'éducation, notamment... il y a d'abord la famille, plutôt, l'église, l'école et la rue. Donc, ce sont des sources de l'éducation qu'un enfant peut pouvoir prendre ou apprendre beaucoup de choses. Et d'après vous, donc... par quelles ressources qu'un enfant ou un jeune peut pouvoir être ou apprendre de bonnes choses pour pouvoir mieux réussir dans la vie? Ok, par quelles ressources? On va revenir sur tout ce que je viens d'énumérer, je pense. Mais aussi, ce que je peux ajouter, c'est selon les ambitions de chaque jeune, je peux dire, ok, moi, par exemple, je vais partir de mon exemple. Je suis journaliste congolaise, quinoise. J'ai grandi en voyant des journalistes congolais exercer qui ont été des modèles de base, en me disant ils font bien leur travail, je me bien être journaliste. Mais mes modèles de journalisme avant, c'était plus des journalistes de télé. Pourquoi? Parce que je pense que le média le plus proche, à part la radio, c'est la télé, c'est très accessible, c'est gratuit, on est chez nous, peu importe ce qu'on fait, on peut suivre la télé ou écouter. Mais comme j'ambitionnais de faire journalisme presse écrite, ces modèles-là ont été juste des références de base pour me dire que voilà, ce métier-là, c'est passionnant, ce métier, ça t'ouvre au monde, mais je suis allée plus loin. Alors je dis, ok, j'ai des modèles au Congo, mais que font les autres journalistes ailleurs? Que font les autres journalistes en Afrique, sur le continent par exemple? Ça m'ouvre déjà. Que font les autres journalistes dans le monde? Et peut-être que là, je trouve vraiment le profil qui est adapté à ce que moi, je voulais faire. Donc, par exemple, ça, donc le jeune n'est pas obligé ou j'invite carrément les jeunes à ne pas rester
dans le confort de l'église, la famille ou la rue, comme tu disais tout à l'heure, ou les associations citoyennes, mais voir aussi loin, se dire, ok, à part ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce qui s'est fait ailleurs? Est-ce que je peux regarder dans le domaine de la photographie, par exemple? Que font les photographes congolais, mais qu'est-ce qu'ils font aussi les autres ailleurs? Donc, je pense que l'élargissement des angles ou des choix des modèles, ça aussi, c'est une option. C'est une option pour les jeunes d'ouvrir et d'élargir encore mieux leurs horizons, quoi. Enoch. Merci madame pour la question et merci à madame Kassongo aussi. D'accord. Dans les analyses de toutes deux, je retiens une chose, c'est l'influence du milieu. Vous voyez, on peut à nous être bon, mais l'entourage ou le milieu nous rend mauvais, a dit un écrivain dans le temps. Vous savez, la famille d'abord, c'est d'abord le tout premier milieu sur lequel, excusez-moi, on commence d'abord à être bien éduqué, on commence à être instruit. Au-delà de la famille, nous avons l'entourage, nous avons ce qui nous entoure. Et lorsqu'on n'est pas bien géré dans notre famille, lorsqu'on n'est pas bien considéré, lorsqu'on ne trouve pas gain des causes dans le milieu où l'on vit ou la famille, cela nous pousse à aller à l'extérieur et aller chercher mieux ailleurs. Vous voyez? Et lorsqu'on part ailleurs, c'est-à-dire que dans nos familles, on n'a pas trouvé mieux. Soit dans notre environnement, on n'a pas eu des gens qui nous ont influencés à aller de l'avant. On se met à la rue, on commence peut-être, on se met à la rue en quête de monde. Et voilà ce qui, si on se met dans la rue et on cherche ce qu'on cherche, on ne trouve pas, voilà, on peut se jeter chez le fil, soit dans la prostitution et dans la mendicité. Et si dans la mendicité, on ne trouve pas gain de cause, et voilà, on se jette dans la brutalité. On commence à confisquer les gens, des choses aux gens, on commence à faire du mal, à faire blesser les gens, juste pour avoir quelque chose. Donc je pense que cela commence à partir de la famille. Donc si on est bien géré dans la famille, on peut mieux aller de l'avant au lieu d'aller faire autre chose au niveau de la rue. Mais la question à madame, vous êtes écrivaine. Quels sont les gens qui vous ont influencé personnellement à être ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement votre papa? Vous avez dit votre papa c'est un philosophe, je pense que c'est ça. Mais est-ce qu'il vous a vraiment influencé à lui seul, ou il y avait encore certaines personnes qui vous ont influencé, soit ici au Congo, soit à l'extérieur, dans les domaines du journalisme, soit dans le domaine de l'écriture? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais préciser quelque chose, parce que quand vous dites que un jeune va dehors quand il ne trouve pas mieux dans sa famille, je pense que non. Parce que trouver des modèles ailleurs ne veut pas dire que les modèles qui sont dans notre environnement immédiat ne nous suffisent pas ou ne nous inspirent pas suffisamment. C'est tout simplement se dire, ok, elle fait bien son travail, mais peut-être que je veux faire mieux, ou peut-être que je veux apporter une touche particulière par rapport à ce qui est déjà fait. Et à ce moment-là, élargir ses horizons par rapport à ces choix de modèles ne veut pas forcément dire que ceux qui sont avec moi ne le font pas très bien. Donc, cette précision-là me pousse, par exemple, à répondre à ta question en me disant, oui, mon père, c'est le premier modèle, enfin, c'est la première personne qui m'a donné envie d'écouter la radio. Donc, qui m'a attiré vers les informations, qui m'a donné envie de lire. Voilà, mais il n'est pas journaliste. Après, j'ai des journalistes au Congo que j'appréciais, mais ce n'était pas suffisant. Parce que j'appréciais leur travail, mais moi j'avais aussi des ambitions personnelles. Donc j'ai élargi mon champ d'action et là j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui faisaient peut-être exactement ce que moi je voulais faire. Je vais citer collègue Brackman, qui est journaliste belge, qui écrit aussi des livres, d'ailleurs qui a préfacé mon prochain livre qui va paraître en janvier sur la politique. Ensuite, il y a par exemple Anne Sinclair, c'est une journaliste télé, mais qui écrit aussi des livres. Donc en fait, tu trouves des journalistes qui font, en dehors du journalisme, ils sont aussi dans l'écriture. Donc ça rencontre un peu mes ambitions. Après, dans chaque domaine aussi, je pense qu'on a des mentors, on trouve des mentors, quelqu'un qui va vraiment
t'accompagner dans tes projets professionnels. Moi, j'en ai trouvé aussi. C'est une dame qui s'appelle Ariane Poissonnier. Elle est journaliste aussi, mais elle écrit aussi des livres. Congolais? Non. Donc je commence. Je reprends parce que je me rends compte que je n'ai pas cité les journalistes congolais. Donc, au Congo, mon modèle en journalisme, c'était Marie-Ange Mouchébékwa. Je me rappelle que j'avais participé à une émission, ça fait très longtemps que j'étais jeune. L'émission consistait à inviter un professionnel de métier qui était déjà donc, aguerri sur un métier quelconque, et des jeunes posaient des questions. Par exemple, tu vas être médecin, tu choisis un invité, et moi j'avais choisi Marie-Ange Mouchébékwa. Mais elle n'avait pas répondu présente à l'invitation, mais avec les années, on a pu récupérer ça. Donc je la fréquente. Et puis il y avait aussi Chantal Kanyimbo, qui est un nom, une icône de... Concernant Madame Marie-Ange Mouchébékwa, elle n'est pas votre modèle. Si. Si, en fait, ça part des gens qui te donnent envie d'apprendre plus sur un métier. Donc c'est un peu comme la famille. C'est la cellule des bases, quoi. C'est là où tu apprends tes premiers mots, c'est là où tu apprends... à être bien éduqué, comme tu disais tout à l'heure, c'est là où tu apprends à dire bonjour et dire bonne nuit, dire merci. Et puis tu vas à l'école. À l'école, tu rencontres un enseignant qui va apporter un plus à ce que tu as déjà appris dans la cellule de base. Donc moi aussi, mes modèles au Congo, c'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. De dire, ah mais elle fait bien, elle pose bien des questions, elle est directe. Chantal Kanyimbo, vers les années 94, je ne sais pas si tu étais déjà née, mais elle est comptée parmi les premières journalistes qui ont lancé des émissions débat politique entre l'opposition et le pouvoir à l'époque. C'était l'après le multipartisme en 90. Donc c'est une icône, quoi. Tu ne peux pas ne pas aimer le journalisme sans dire, ah mais oui, je connais cette dame. Donc c'est des gens qui te donnent envie de faire. Mais ok, elles font ça. Mais moi, j'ai envie de plus. Bon, j'ai fait presse écrite à l'IFASIC. Mais pourtant, les gens, mes références en RDC, font la télé. Donc déjà, j'ai fait presse écrite. Ensuite, je commence à chercher des modèles qui font presse écrite, donc qui se spécialisent comme moi. Mais cela ne veut pas dire que mes modèles de base, voilà, sont pas bonnes, ne sont pas à la hauteur. Par contre, elles sont beaucoup plus aguerries, surtout sur les questions, les thématiques, les questions qui m'intéressent, tu vois. Mais les autres vont t'emmener la technique. La technique, peut-être qu'ils connaissent moins le Congo que les autres, mais ils vont t'emmener la technique. Ils vont te dire, voilà, pour ça, il faut ci, il faut ça. Et je n'ai pas honte de dire que mon mentor n'est pas congolaise. Oui, Belinda. Oui, j'aimerais encore, pas plus de questions, mais juste éclaircir sur un point. Vous savez, dans la vie, nous avons tout genre de catégories de personnes. Et peut-être que vous avez eu la chance d'avoir pour modèle votre père, bien sûr. Mais pour certaines personnes, peut-être qu'ils n'ont pas eu cette chance de pouvoir croiser ces personnes dans leur schéma. Alors, il faudrait qu'eux-mêmes puissent se battre pour pouvoir s'en sortir. Alors, je me dis, est-ce que c'est possible qu'une personne... Parce que pour moi, un jeune doit être accompagné jusqu'à la fin. Donc, dans les comportements, la famille, la société d'abord en général doit accompagner la personne, la jeunesse congolaise, les jeunes notamment, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc quelqu'un qui a reçu peut-être une bonne éducation chez eux plutôt à l'école, tout par-ci par-là dans le milieu éducationnel. Après il se rend peut-être à la fac, il finit les universités et il reste à la maison. Et pendant cette époque, la personne qui ne fait absolument rien, il reste à la maison. Êtes-vous sûr qu'avec ces valeurs, ces bonnes valeurs, avec ces qualités qu'il a pu parcourir pendant toute sa vie, tout ce qu'il a eu comme richesse dans les comportements, est-ce que cette personne va pouvoir garder ça pendant les moments de chômage? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne puisse garder ça afin de pouvoir aider aussi ou éduquer certaines personnes qui sont déloyales? Je pense qu'on est aussi sur une question des valeurs, des valeurs que l'on a d'abord, qu'on essaye aussi de travailler sur ça, certaines valeurs. Donc, on ne part pas forcément sur des modèles qui ont fait un nom, genre de ouf, on ne peut pas se passer de nom. Déjà, dans nos quartiers, on a des modèles. On peut avoir un jeune dans le quartier qui, son travail, par exemple, de faire en sorte que l'avenue reste propre, qui va vous sensibiliser sur
sur la propriété, qui va vous sensibiliser, les jeunes filles par exemple, sur quand il y a des jeunes filles qui grandissent à l'âge de l'adolescence, elle est là pour donner des conseils. On a de ces genres de grandes sœurs aussi dans les églises. Donc quand je parle de modèles, là c'est spécifique parce que je fais du journalisme, mais je peux te citer des modèles que j'ai dans chaque domaine, quoi. Tu vois. Donc ce n'est pas des modèles exclusifs, les gens que je cite. Dans la société, dans l'église, on peut avoir une grande sœur, c'est un modèle. Ah, j'aime bien sa façon d'encourager les jeunes, de sensibiliser les jeunes. On peut avoir un grand frère dans les quartiers qui sensibilise à la propriété et vice-versa. Donc, c'est pas exclusif. Si tu me demandes dans la photographie, je te dirais, je fais un peu la pub, c'est mon ami, je te dirais, et toi, le photo de rêve, et toi, Patrick Koussou, il fait la belle photo. Donc, dans la photographie, j'estime que c'est un bon photographe. Si tu veux que j'en parle de la musique, je te dirais que Fally Ipupa porte bien le nom de la RDC partout. Si tu veux que je te parle des architectes, j'en citerai Blaise et tout ça. Donc, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire Par exemple, toi, tu veux faire quoi dans la vie? Tu fais quoi? Tu es dans quel domaine? Bon, moi, je finis à l'UPEN, je fais les asiles d'administration et enseignement en sciences des soins et de la santé. D'accord. Pourquoi tu as choisi de faire le domaine de la santé? Bon, en fait, j'avais aussi pour modèle une dame qui était ministre de santé publique. Elle faisait beaucoup de choses, elle était plus dans des actions, aider, soutenir, voilà. Donc c'est par là où je m'étais inspirée pour modèle et pouvoir faire aussi ça. Donc d'être comme lui, d'être juste actionnaire, aider, soutenir, voilà. Donc c'est ça. Donc soigner l'environnement, aider la population, surtout sur le point de l'assainissement. Donc voilà, la santé, c'est prendre en charge. Par contre, moi, je ferai marche arrière. Vous avez parlé de votre livre Les femmes de Pacadjouma. Là, vous avez remarqué qu'il y avait une étudiante. Oui. Mais moi, je me suis dit, par rapport au constat, que dans un coin où il y a la possibilité qu'un jeune puisse émerger correctement, c'est très difficile de voir les gens aller de l'avant. J'ai aimé en fait entendre qu'à Pacadjouma il y a une étudiante, mais est-ce que vous avez évalué en termes des pourcentages? Parce que l'image des Pacadjouma c'est autre chose, mais vous me dites qu'il y a une étudiante là-bas. Est-ce que vous avez pu évaluer en fait en termes de pourcentage quelles sont les personnes qui ont pu émerger au fait dans ce coin-là? Je ne suis pas partie sur le terme de pourcentage malheureusement, parce que déjà ma démarche de base visait à casser les clichés qu'on a sur Pacadjouma, essentiellement sur les femmes de Pacadjouma. Et en partant là-bas, déjà il faut savoir que Pacadjouma c'est pas forcément les cases qu'on voit quand on passe sur poids lourd. Pacadjouma c'est un quartier de la commune de Limete. Il y a près de 5000 personnes qui vivent. Il y a près de 5000 personnes qui vivent à Pacadjouma. Donc le dernier recensement date de 2015. 2015. Donc ce qui fait que ça fait de Pacadjouma plus qu'un quartier que les gens peuvent considérer qu'il n'y a que des prostituées là-bas. Donc il y a des familles qui vivent à Pacadjouma. Il y a des maisons construites en tôle dure, en matériaux durables. Il n'y a pas que les cases, des tôles rouillées qu'on voit en passant. Donc déjà, ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Donc dans ce genre de milieu, c'est vrai, c'est un milieu défavorisé. C'est vrai que la majorité des personnes qui vivent à Pacadjouma sont soit des réfugiés économiques qui viennent des provinces qui ne sont pas si éloignées, je ne veux pas pointer du doigt, qui débarquent là au fur et à mesure parce que leurs membres de famille ont rassuré que la vie était assez bien à Pacadjouma. Donc on est sans ignorer qu'on est dans la capitale. Donc presque la majorité des gens qui sont dans les provinces les plus reculées, à un moment ils ont envie de venir voir ce qui se passe à Kinshasa. Donc on part déjà sur ce fait-là. Il y a l'exode rural basé sur les réfugiés économiques. Il y a les déplacés de Brazzaville, Mbata Bakolo, qui ont été aussi installés à Pacadjouma pendant un moment.
Et puis il y a des gens, des natifs de là, qui sont là depuis des années 90, parce qu'à la base, ils étaient allés voir le gouverneur de la ville de l'époque, Bossé Kota, qui les avait, après avoir fait un travail sur l'environnement social de Pacajuma, parce qu'à l'époque déjà, 2 grands groupes des jeunes de bandits venaient se battre à Pacajuma. Et donc du coup, le Bossé Kota avait sensibilisé pour essayer d'amoindrir la mauvaise réputation déjà de la ville, le banditisme, avait sensibilisé les gens pour venir faire un travail d'aménagement à Pacajuma. Et après, ils ont demandé à avoir des terres. Donc vraiment, les premiers habitants, c'est des familles qui ont eu des terres à Pacajuma, qui vivent là. L'étudiante que j'ai rencontrée, c'est le clin d'œil de mon livre. Donc une année après la publication du livre, je suis partie encore la revoir parce que c'était très, très surprenant, hein, même pour moi-même en fait. Mais c'est pas la seule étudiante. Elle m'a parlé d'au moins 10 étudiants, parce qu'en fait, il y a des familles qui vivent à Pacajuma. On pointe du doigt ce quartier sans vraiment connaître l'histoire de ce quartier, quoi. On a l'impression que c'est 2 mondes, Pacajuma et Kinshasa, c'est 2 mondes, en fait, qui existent, mais ils ne se croisent pas. Parce que les gens pensent que à Pacajuma, si tu arrives, bim, tu perds ton téléphone, ou carrément tu fais la possession à 2000 francs. En même temps, ceux qui sont en Pacajuma s'autocensurent aussi, se disent, bon, je n'irai pas. Comment je vis à Pacajuma et j'irai chercher du travail à Kitambo ou à la Gombe? Si je mets adresse Pacajuma, on ne me prend pas. Donc, on est dans un système où c'est vraiment aux autorités compétentes de se rendre compte qu'on doit essayer d'améliorer non seulement l'environnement social, mais aussi de travailler sur la sociologie ou la manière dont Pacajuma est perçu par les habitants de Kinshasa. Enoch. Madame Kassongo, j'aimerais savoir une chose. Vous êtes allée à Pacajuma pour faire cet ouvrage, que je trouve pas mal, parce que je n'ai pas encore lu, que je préfère d'ailleurs lire. Mais quel est le message que vous les avez apporté? Au-delà de leur poser des questions, savoir leur mode de vie, mais quel est le message que vous les avez apporté? Une autre question, est-ce que vous vous sentez vraiment quelqu'un là qui a des modèles? Puisque nous parlons aussi à des gens qui ont des modèles aussi par moment. Est-ce que les gens pensent aussi avoir comme modèle Madame Kassongo? Et pour terminer, j'aimerais aussi savoir le message dernier que vous accordez à tous les enfants de la rue qui n'ont plus d'espoir, je me dis, soit qui ont peut-être le courage de faire quelque chose, mais qui sont toujours emportés par leur vie actuelle. Quel est le message que vous les apportez? Ok, premièrement, c'est vrai que c'était assez difficile de faire intrusion dans la vie de gens, à Pacajuma poser des questions. Je pense que le message, en faisant cette démarche-là, c'est d'abord un message d'espoir, parce que mon livre est aussi considéré comme un plaidoyer, en fait, parce que ça raconte la vraie vie des femmes de Pacajuma. Au-delà de vouloir casser les clichés en disant il n'y a pas que de prostituées, mais je parle aussi des prostituées dans le livre, je parle des mamans maraîchères, je parle des jeunes femmes qui s'essayent un peu dans les petits commerces. Donc je pense que des personnes, ou les décideurs en général, parce que je n'aime pas pointer du doigt, peuvent être touchés par tant des témoignages ou des besoins qu'il y a à Pacajuma. Donc je pense que c'est déjà une lueur d'espoir, en fait, de dire voilà, je viens raconter vos histoires. En tant que journaliste, je raconte, mais l'idée, c'est qu'il y ait un impact positif. Et c'est qui suit, en fait, parce que j'y suis retournée il y a quelques mois, parce que il y a eu un programme qui est financé par l'ambassade de Suède et qui est tenu par Pascaline Zamouda. C'est une jeune Congolaise qui est sociologue, avec qui j'avais d'ailleurs parlé de Pacajuma avant d'y aller, et qui a été financée pour apprendre aux jeunes filles de Pacajuma à apprendre à lire et à écrire. Ils apprennent aussi des questions de base sur la société. Donc je suis retournée, de temps en temps je retourne, je n'ai pas coupé le pont avec Pacajuma. Voilà, pour la première question. Pour la deuxième question, j'ai fait l'IFASIC, donc j'ai un bac plus 5 à l'IFASIC. Et j'y retourne de temps en temps parce que je suis considérée comme un mentor pour les jeunes qui viennent. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu à financer l'ouvrage d'un livre d'un jeune étudiant de l'IFASIC. Et je pense que c'est la moindre chose que je peux faire pour un jeune qui me considère comme son modèle. La troisième question, j'ai oublié. La question, c'est de savoir le message pour tous les enfants-là, désespérés. Bon, je pense que le message, c'est l'espoir.
Parce que quand on vit, quand on a encore le souffle de vie, on peut toujours continuer à espérer. Mais aussi à ne pas se laisser. Vaut mieux aller vers les associations, vaut mieux aller vers les institutions qui peuvent aider à aller de l'avant ou à mieux comprendre certaines choses ou à poser des problèmes. Les institutions administratives ou aussi l'Église. Je pense que c'est l'un des moyens pour essayer de s'en sortir et ne pas se prendre plaisir à vivre dans son chômage, prendre plaisir à vivre dans la vie telle qu'elle se présente à nous. Des fois, il faut essayer de forcer le destin. Voilà. Une autre question. J'aimerais savoir pourquoi faire focus seulement aux femmes de Pacadjouma. Parce qu'à Pacadjouma, il n'y a pas seulement des prostituées. Il est réputé pour avoir beaucoup de koulouna. Parce qu'on se dit déjà au départ, quand vous entrez à Pacadjouma, vous ne ressortirez pas quand vous êtes entré. Parce que soit vous perdrez votre téléphone, soit on va vous agresser, des choses comme ça. Pourquoi vous avez préféré faire focus seulement aux femmes de Pacadjouma? D'accord. En fait, mon livre a été écrit grâce aux internautes. Je suis journaliste multimédia, donc je suis très active sur les réseaux sociaux. Et le jour où j'ai décidé d'aller à Pacadjouma, c'est un jour de 2017. J'y vais pour la première fois et je poste une photo devant Pacadjouma. Je mets sur Facebook et j'écris Nakei Pacadjouma. Et puis, j'avais plus de 100 commentaires. Mais dans les centaines de commentaires que j'avais, on pointait plus du doigt les femmes. Donc en fait, je suis vraiment une journaliste, quoi. J'avais un sujet, une idée, et je cherchais comment angler mon sujet. Quel angle je veux choisir. Et à partir des commentaires, j'ai compris qu'il y avait les internautes se posaient des questions, presque les mêmes questions que moi. Et je me suis dit, bon, ok, comme c'est plus les femmes, on pointe du doigt, on dit que les prostituées, on me disait, je me suis vendue à combien là-bas. Bref, il y avait vraiment des commentaires de dingue. Et je commence mon livre d'ailleurs par ça. Par les commentaires, des différents commentaires que j'avais vus. C'est pourquoi j'ai dit que je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet intéressant. Donc, je suis partie à Pacadjouma comme journaliste. L'idée, c'était d'écrire un article, peut-être à 3 épisodes, parce que j'avais déjà écrit sur Jeune Afrique Lettres de Kinshasa, à 3 épisodes. Et là, j'ai parti aussi sur un style comme ça. Mais avec le temps, j'ai parlé avec le chef du quartier de Pacadjouma. J'ai vraiment passé 2 mois à Pacadjouma. Donc, du coup, je me suis dit, il fallait quand même respecter la dignité des gens. Il fallait protéger ses sources. Donc, au final, j'ai dû créer un personnage. J'en ai fait un livre fiction. En fait, c'est pas vraiment fiction. C'est de la réalité... comment je vais dire, fiction ajoutée ou améliorée, quoi. Parce qu'à la base, c'est une histoire vraie. Ok. Voilà. Belinda. Enoch. Et nous sommes juste, je suis très heureux personnellement d'entendre madame dire toutes ces choses ici. Donc, à savoir pour les jeunes, on doit plus se baser sur l'éducation familiale. On doit juste se faire beaucoup plus influencer par les gens qui sont mieux dans nos quartiers, dans la famille et comme ça, et ne pas se faire influencer par les gens qui se basent sur les mauvaises pratiques. C'est ça la dernière leçon peut-être qu'on peut donner aux gens, d'après vous? Je crois. Mais d'après vous, que faut-il faire pour changer au fait le comportement des jeunes? Parce qu'on dit que quelque part, le milieu influence les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour aider ces jeunes-là, pour aider à changer ces jeunes-là qui sont déjà influencés ou qui ne sont pas encore influencés pour qu'ils ne le soient pas? Je pense que les décideurs, les autorités compétentes peuvent s'épancher sur ces genres de questions pour voir dans quelle mesure créer des structures pour l'accompagnement des jeunes. J'ai vu qu'il y avait pas mal des jeunes dits entrepreneurs, je sais pas, influenceurs qui se font pas passer, mais c'est vraiment des mentors qui organisaient des rencontres pour accompagner les jeunes. Mais c'était des initiatives privées. Mais je pense que si les autorités compétentes, si vraiment le ministère qui est par exemple chargé d'accompagner les jeunes, de suivre les questions sur les jeunes, doivent essayer d'organiser, de créer, d'innover sur ces genres de questions. Il y a beaucoup de jeunes qui
qui se sont orientés, par exemple, au début sur un métier, sur une profession, et puis après se sont rendus compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais est-ce qu'il y a un système d'accompagnement des jeunes qui veulent changer de cursus? D'abord à la fac, est-ce qu'il y a ce système-là, mais aussi dans la société? Je peux avoir fait IFASIC 5 ans, et puis après, je n'ai pas de boulot, ou j'ai un boulot qui ne me permet même pas de payer mon loyer. Mais après, je dis, ok, j'ai encore 3 ans, je peux m'essayer en ressources humaines. Qui va m'orienter à ce moment-là? Les jeunes ont besoin de ça, en fait. C'est vraiment la moindre des choses que je pense que les structures compétentes peuvent essayer de créer, quoi. Belinda? Oui, moi je trouve que pour une solution en tant que jeune, pour que notre gouvernement ou les autorités puissent trouver comme solution pour nous, les jeunes, c'est de pouvoir, premièrement, pour ceux qui chôment, hein, pour ceux-là qui ont étudié et puis sont à la maison, il faut absolument rien. Bien sûr qu'on avait autorisé, il y a le stage professionnel, quand tu finis, tu peux aller dans des entreprises, on peut vous engager pour faire votre stage professionnel. Mais oui, tu peux aller faire le stage professionnel, mais on ne te donne rien. Mais quand même, il faut qu'il y ait l'argent des transports, l'argent pour la restauration. Et quelqu'un qui n'a rien, ses parents, c'est un peu forcé pour pouvoir payer les frais pour lui. Et après, ils vont encore commencer à payer pour aller faire les stages. Je ne trouve pas que c'est mieux. Alors pour moi, je dirais il faut que les autorités puissent faire de sorte que les entreprises puissent mettre quand même un moyen, quelque chose juste qui va servir cette les stagiaires à bien pouvoir se payer comme transport ou la restauration juste. Peut-être qu'après 3 ans, parce qu'on demande 5 ans d'expérience, imagine, 5 ans d'expérience, quelqu'un qui vient de finir, il n'a même pas encore travaillé, et comment est-ce qu'il va avoir les 5 ans d'expérience pour venir vous présenter comme preuve? Alors il faut que les autorités puissent revoir quand même sur ça. Il faut que ça ne peut plus encore être 5 ans. Ils doivent quand même réduire même dans les 3 ans et organiser quelque chose, donc mettre juste un moyen pour le transport et la restauration de la personne qui est en train de faire un stage professionnel. Ça pourra aider la majorité des personnes, de jeunes, pour pouvoir s'épanouir. Parce que quelqu'un qui sait que quand je pars, j'aurai quand même quelque chose, il va être indépendant, il va devenir responsable, vous voyez. Donc sur ça, il faut que les autorités qui nous suivent puissent un peu revoir. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai eu à faire un stage professionnel de 6 mois en 2014 et je n'étais pas payée. J'étais pas payée pendant 6 mois. On risquerait d'avoir plusieurs stagiaires professionnels quand ils sauront qu'ils c'est payant. Et c'est ça en fait le grand problème. Aussi, hein. Il y a la Select, vous postulez et puis on choisit, quoi. Et c'est vrai que sous d'autres cieux, moi j'ai étudié en France et si tu as un stage de 2 mois, si l'entreprise te donne un stage au-delà de 2 mois, obligatoirement c'est payé à partir même du premier mois. Donc mon premier long stage en France était 6 mois. Et j'étais payée presque 1 000 $. Vous voyez? Donc quand c'est un stage de 2 mois, on sait que c'est un stage académique, ça va, ça passe. Mais c'est la base, ça dépend de ce que l'environnement ou la société, comment la politique aussi, se passe. La politique sociale. Oui. C'est vrai, c'est un exemple. Mais ici, voilà, déjà de base, si quelqu'un a 200 $ en tant que stagiaire, 200 $, ça va déjà, quoi. Oui, Enoch. Oui, madame. Moi, j'aimerais faire un rétropédalage. En parlant du packagement, personnellement, je ne suis jamais arrivé sur les lieux. Mais en termes de pronostics, sur les lieux, vous avez... Comment dire? Il y a plus de garçons ou il y a plus de filles? C'est une bonne question. Je sais que le chef du quartier m'a parlé de plus de 5000 personnes, le recensement de 2015, oui. Mais c'est quand même un grand quartier. Hein. Ok. Mais il y avait plus d'hommes que de femmes à l'époque. Ah, mais pourtant, l'impression que ça donne, c'est... Comme s'il y a plus de femmes que les hommes. Oui, la réputation. Voilà. Sinon, les hommes qui viennent là sont des venants. Ils viennent, ils arrivent, puis... La réputation. C'est comme ça qu'on dit que les hommes vont chercher les femmes là-bas parce qu'il y a plus de femmes. Bon, puisque le temps nous est déjà imparti, un message clair aux jeunes par rapport au sujet du jour, influence sociale, du milieu social, le comportement des jeunes. Okay. Un message, vous regardez la caméra, là. Comme ça vous vous adressez directement à la jeunesse. Okay. Donc j'encourage les jeunes, chaque jeune, selon les ambitions que vous avez, je vais te tutoyer d'ailleurs, selon l'ambition que tu as, je t'encourage à trouver des modèles dans ton environnement immédiat. Si tu n'en trouves pas, essaie de voir ce qui se passe ailleurs, essaie de voir comment les autres travaillent par rapport à ton domaine, comment ton domaine évolue aussi ailleurs.
et cherche de t'entourer des gens qui te poussent vers l'avant. Moi, je suis journaliste. Je ne me contente pas d'aller au travail le matin et de rentrer. Je cherche toujours à faire mieux. Je cherche toujours à avoir quelque chose à faire en parallèle. Essaye d'avoir un projet personnel en dehors de ce que tu fais chaque jour. Et c'est très important. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pour évoluer dans la vie, comme l'a dit Kasongo, qui est journaliste comme moi, il faut s'entourer de bonnes personnes. Aujourd'hui, on a parlé de l'influence sociale sur le comportement des jeunes. Mais vous pouvez changer les choses en changeant votre comportement. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Si.